Pour la 6e fois, j'ai été oublié pour Noël. Pas reporté, pas reprogrammé. Oublié. Et alors que j'étais assise seule dans ma cuisine, mon fils et sa femme possédaient toujours un double des clés de ma maison, une clé qu'ils croyaient pouvoir utiliser quand je n'étais pas là. Le téléphone est resté silencieux toute la matinée. Pas de message, pas de petite vérification polie, pas même une excuse timide emballée dans des vœux de fin d'année. J'ai regardé l'écran comme on le fait quand on sait déjà ce qu'il va dire, tout en espérant qu'il puisse encore nous surprendre. Ce ne fut pas le cas. J'habite cette maison en banlieue de Lyon depuis plus de 40 ans. C'est ici que j'ai élevé mon fils, Thomas. C'est d'ici que j'ai enterré mon mari, Marc. J'ai appris à dormir seul dans cet endroit et à continuer d'avancer quand le silence devenait trop lourd. Je ne suis pas fragile. Je ne suis simplement plus bruyante quant à ma douleur. L'appel est arrivé 2 jours avant Noël, tard dans l'après-midi. Thomas avait l'air détendu, presque soulagé. On pensait que tu avais tes propres projets cette année, a-t-il dit, comme si cela avait été convenu. J'ai attendu la suite. Elle n'est jamais venue. Pas d'excuses, pas de pause, juste le son de quelqu'un qui était déjà passé à autre chose. Je lui ai dit que j'allais bien. Je lui ai dit de profiter de leur dîner. Je n'ai pas demandé qui venait ni à quelle heure il passait à table. Je n'ai pas mentionné que c'était la 6e année consécutive que je n'étais pas invité. Je ne lui ai pas rappelé que les traditions ne s'effacent pas d'elles-mêmes, elles sont abandonnées. Lorsque l'appel s'est terminé, le silence m'a semblé différent, plus lourd, plus délibéré. Il m'est alors apparu que le silence, lorsqu'il est répété assez souvent, devient une décision, pas une erreur, pas un malentendu, mais un choix fait discrètement pour que personne n'ait à en répondre. Je me suis versé une autre tasse de café que je n'ai pas bu. Je suis restée assise la plus longtemps que nécessaire, écoutant la maison respirer autour de moi. Quelque part dans cette immobilité, quelque chose s'est apaisé. Je ne me sentais pas en colère. Je me sentais lucide. Il ne s'agissait plus d'un simple dîner. Il s'agissait de ce qui avait été pris pour acquis et de la facilité avec laquelle je l'avais permis. Au moment où la lumière a changé sur le plan de travail, je savais une chose avec certitude. Ce qui allait suivre ne serait pas une autre année d'attente. Après la mort de Marc, les gens m'ont dit que le temps adoucirait les choses. Ce qu'ils ne m'ont pas dit, c'est que le deuil réorganise les rapports de force avant même que quiconque ne s'en aperçoive, avant que les décisions ne deviennent des conversations. Marc écoutait. Thomas demandait. Même nos désaccords avaient une forme. Après les funérailles, cette forme a disparu. Je peux m'occuper de ça pour toi, a dit Thomas un après-midi, déjà debout près de la boîte aux lettres avec une pile d'enveloppes. Il n'a pas attendu ma réponse. Il ne voulait pas mal faire. C'était bien là le problème. Le mal ne s'annonce pas toujours. Au début, j'ai laissé passer. J'étais fatigué. J'apprenais encore à respirer sans Marc dans la pièce. Quand quelqu'un offre de l'aide pendant un deuil, refuser semble impoli, voire ingrat. Puis sa femme, Sophie, a commencé à passer plus souvent. Elle souriait facilement, parlait doucement et me touchait le bras quand elle parlait, comme si nous partagions quelque chose de fragile. On devrait organiser tes papiers, a-t-elle dit une fois, feuilletant un dossier sur la table de ma cuisine. Juste pour rendre les choses plus faciles pour plus tard. Plus tard? Pour qui, ai-je demandé. Elle a ri, un rire léger et rapide. Pour tout le monde. Thomas a hoché la tête à côté d'elle. C'est mieux si on sait où sont les choses au cas où il se passerait quelque chose. Quelque chose s'était déjà passé. Ils se tenaient dans ma maison pour affirmer leur contrôle sur mes finances et mes décisions. Ils parlaient avec ce ton prudent que les gens utilisent lorsqu'ils croient être gentils. Les factures étaient payées et les rendez-vous pris avant même que j'en sois informé. Ma maison était soudainement discutée comme s'il s'agissait d'une responsabilité partagée au lieu de l'endroit où j'avais vécu toute ma vie d'adulte. Quand je résistais, même doucement, Thomas fronçait les sourcils. On essaie juste d'aider, maman. Et chaque fois qu'il le disait, je sentais le même glissement silencieux. L'aide a cessé de ressembler à du soutien pour commencer à ressembler à une permission déjà accordée. Le chagrin m'a rendu lente à argumenter. Le silence a rempli les espaces où j'avais l'habitude de parler. Je pensais que les choses se tasseraient une fois la première année passée, puis la deuxième, puis d'autres encore. Ce que je ne voyais pas alors, c'est à quelle vitesse l'aide peut se transformer en prise de décision, et avec quelle facilité décider devient prendre le pouvoir quand personne ne vous arrête.
L'appel s'est terminé plus tôt que d'habitude, non pas parce que la connexion a coupé, mais parce que j'y ai mis fin. Bon dîner, ai-je dit, et j'ai appuyé sur le bouton rouge avant que mon fils ne puisse remplir l'espace avec des explications que je n'avais pas demandées. Je suis resté là, le téléphone à la main, surprise par ma propre fermeté. Les années passées, j'aurais adouci ma voix, offert une raison, demandé à quelle heure il mangeait. Je lui aurais rappelé que j'étais disponible, flexible, facile à vivre. Cette fois, je ne me suis pas justifié. Plus tard dans la soirée, il m'a envoyé un SMS, « Tu es sûr que ça va ?» J'ai répondu, « Je vais bien. » Rien d'autre. Pas d'émoji, pas de suite. Le silence qui a suivi n'était pas gênant. Il était propre. J'ai réalisé alors combien de fois j'avais porté le poids de maintenir les choses fluides. C'était moi qui comblais les fossés, qui lissais les omissions, qui faisais semblant qu'oublier ne signifiait pas oublier. Lâcher ce rôle me semblait inhabituel, comme se tenir debout sans s'appuyer sur quelque chose qui avait toujours été là. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai cherché un endroit où loger. Pas trop loin, pas luxueux, juste assez loin pour être indisponible. J'ai réservé un petit gîte dans le Vercors pour la semaine de Noël et j'ai refermé l'écran sans douter de moi. Quand Thomas a rappelé le lendemain, j'ai laissé tomber sur la messagerie. Il semblait confus, pas inquiet. Juste pour prendre des nouvelles, a-t-il dit. Fais-nous savoir si tu as besoin de quoi que ce soit. Je n'ai pas rappelé. Je n'ai rien clarifié. J'ai fait un petit sac et je l'ai posé près de la porte. Pour la première fois depuis des années, je n'attendais pas d'être incluse. Je sortais du schéma, tranquillement, sans demander à personne de le remarquer. Le gîte était petit, isolé en montagne, le genre d'endroit fait pour les gens qui ne veulent pas s'expliquer. Je n'ai dit à personne exactement où j'allais. J'ai dit que j'avais besoin de calme et, pour une fois, personne ne m'a contredite. La première nuit s'est passée facilement. J'ai dormi d'une traite sans me réveiller, ce qui ressemblait à un exploit. Le matin, j'ai fait du café et je l'ai bu tant qu'il était encore chaud. Personne n'avait besoin de moi pour coordonner, confirmer ou nettoyer derrière eux. Le silence semblait mérité, pas solitaire. Mon téléphone a vibré une fois cet après-midi-là. Un message de Thomas. Tout va bien? Je l'ai fixé un instant, puis j'ai posé le téléphone face contre table. J'allais bien. Ce n'était pas la même chose qu'être disponible. Ce soir-là, en déballant mes affaires, je suis tombé sur la vieille application de télésurveillance sur mon téléphone. Marc avait insisté pour installer le système il y a des années après le cambriolage du garage d'un voisin. Il disait que c'était pour avoir l'esprit tranquille. Je l'avais taquiné à l'époque, lui disant qu'il ne se passait jamais rien dans notre quartier. Après sa mort, j'ai gardé le système actif par habitude. Je le vérifiais rarement. Cela semblait inutile, comme s'accrocher à une conversation déjà terminée. J'ai ouvert l'application brièvement. Tout semblait normal. Porte d'entrée verrouillée, maison calme. Je l'ai refermée sans y penser davantage. Plus tard, ma belle-fille Sophie a envoyé un SMS, « J'espère que tu te reposes. Tu prévois de t'absenter combien de temps ?» Le message est resté là plus longtemps que les autres. Quelque chose dans le timing semblait faux, comme une question posée pour la mauvaise raison. Je n'ai pas répondu. J'ai éteint le téléphone et je suis retourné à mes occupations, me disant que ce malaise passerait. Le calme a tenu, mais il ne semblait plus aussi serein. On aurait dit que quelque chose attendait. Les messages sont arrivés le lendemain matin, rapprochés, comme s'ils avaient été coordonnés. Thomas a écrit en premier, « Tu comptes partir combien de temps ?» Pas de bonjour, pas de contexte, juste la question. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai posé le téléphone et fini ce que je faisais, me disant qu'il n'y avait aucune urgence de mon côté. 1 heure plus tard, sa femme a suivi, « Tu te souviens dans quelle boîte sont les vieux dossiers ?» Ceux d'après le décès de papa. Elle a ajouté un smiley à la fin, le genre destiné à adoucir une demande qui avait déjà franchi une limite. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e. Le mot « dossier » est resté avec moi plus longtemps qu'il n'aurait dû. Pas facture, pas courrier, dossier. J'ai tapé, effacé et retapé. Je regarderai quand je rentrerai. Je ne l'ai pas envoyé. La vérité s'est installée lentement, comme le font les vérités inconfortables. Ils ne demandaient pas parce qu'ils étaient inquiets. Ils demandaient parce qu'ils avaient besoin de savoir ce que je ne pouvais pas voir d'où j'étais.
C'est alors que je me suis souvenu du double des clés. Je l'avais donné à Thomas il y a des années, quand son père était encore en vie. C'était pratique à l'époque, en cas d'urgence, au cas où je serais enfermé dehors, au cas où quelque chose arriverait. Beaucoup de choses étaient arrivées depuis. J'ai vérifié mon téléphone à nouveau. Un autre message de Thomas, vérifiant probablement à distance via l'application de sécurité de la maison, juste pour vérifier. Tiens-moi au courant. Vérifier quoi exactement? Je n'ai pas répondu. J'ai retourné le téléphone face contre table et l'ai laissé ainsi. Le calme dans le chalet semblait plus mince maintenant, tendu par des questions qui n'avaient rien à voir avec mon bien-être. Le soir venu, je ne pensais plus au fait d'avoir été oublié pour Noël. Je pensais à l'accès, et à la facilité avec laquelle il avait été supposé. Une fois que j'ai commencé à prêter attention, le schéma était impossible à ignorer. Ils étaient toujours entrés sans appeler d'abord. On était dans le coin, disait Thomas, déjà à moitié franchi le seuil de la porte. Sophie souriait et se dirigeait directement vers la cuisine, ouvrant les tiroirs comme si cette mémoire musculaire lui appartenait. J'ai réorganisé ça, a-t-elle dit une fois, tenant une pile d'enveloppes que je ne lui avais pas demandé de toucher. C'était juste plus logique. Je me souviens être resté là à hocher la tête parce que la corriger semblait mesquin sur le moment. Je me disais qu'elle avait de bonnes intentions. Je me disais que le deuil me rendait sensible. Un autre après-midi, je suis rentré à la maison pour trouver le placard de l'entrée vidé et rempli différemment. On s'est dit que c'était mieux comme ça, a dit Thomas. De toute façon, tu n'utilises pas la moitié de ces trucs, a-t-il dit. Sans hésitation. C'est arrivé assez lentement pour que je ne marque pas ces moments comme des pertes. Un tiroir ici, une étagère là. Des décisions prises avant que je sache qu'il y avait une décision à prendre. Il ne demandait pas parce qu'il ne pensait pas avoir besoin de le faire. Quand je prenais la parole, même doucement, la réponse était toujours la même. On t'aide juste, maman. Détends-toi. Détends-toi, voulait dire pousse-toi. Détends-toi, voulait dire laisse-nous finir. Détends-toi, voulait dire arrête de nous rappeler que c'est toujours ta maison. Avec le temps, mon silence a fait office de permission. Non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que résister demandait une énergie que je n'avais pas. Après la mort de Marc, j'ai choisi la paix partout où je pouvais la trouver. Je ne voyais pas combien de fois cette paix était achetée avec de petits morceaux de moi-même. Assise là dans le gîte, les messages de Pluto résonnaient différemment. Les questions, l'assurance, la supposition que l'accès était automatique. Il n'avait pas franchi une ligne récemment. Il l'enjambait depuis des années, attendant que je le remarque. L'alerte est arrivée juste après midi. Une courte vibration. Une ligne de texte. Porte d'entrée déverrouillée. J'ai fixé l'écran, certaine que ce devait être une erreur. Je n'avais pas touché à la porte. J'étais à 3 heures de route. Ma première pensée fut que le système avait bugué, comme le font parfois les vieilles choses quand elles n'ont pas été vérifiées depuis un moment. Puis j'ai ouvert la caméra. Thomas est entré dans le couloir en premier, son manteau toujours sur le dos, ses clés déjà remises dans sa poche. Sophie a suivi, tenant son téléphone, regardant autour de la maison comme si elle vérifiait une liste. Aucun d'eux n'a hésité. Aucun d'eux n'a eu l'air surpris. « Tu as vérifié le bureau ?» a-t-elle dit, sa voix faible mais claire à travers le microphone. « Ouais » a-t-il répondu. « Pas là. » Il se déplaçait avec ce genre de confiance qui vient quand on croit appartenir à un lieu. Mon salon, mon couloir, la maison où j'avais vécu depuis avant qu'il n'apprenne à faire du vélo. Elle a ouvert le tiroir de la console d'entrée, celui avec les vieilles garanties et les notes pliées que je n'avais pas encore jetées. « Ce n'est pas là » a-t-elle dit. « Et c'est le meuble de rangement » a-t-il répondu. Papa rangeait ses affaires là. Papa, pas maman. Je l'ai regardé entrer dans le bureau et déverrouiller le classeur métallique avec une clé. Il avait toujours celle que je lui avais donnée il y a des années. Il a feuilleté les dossiers rapidement, efficacement, comme si le temps comptait. Taxe foncière, a-t-il dit. Facture. Où est le reste? Elle s'est penchée par-dessus son épaule. Et le classeur? Le bleu. J'ai senti mes mains s'immobiliser sur mes genoux. Le classeur bleu contenait les papiers d'après la mort de Marc. Les titres de propriété, l'assurance vie, des choses qui n'appartenaient pas à la curiosité occasionnelle. Ils sont probablement ailleurs, a dit Thomas.
Elle ne les emporterait pas avec elle. Sophie a hoché la tête. Elle ne le fait jamais. Cette phrase est tombée plus lourdement que tout le reste. Non pas parce qu'elle était cruelle, mais parce qu'elle était certaine. Après le classeur, ils se sont enfoncés plus profondément dans la maison, ont vérifié le placard du couloir pour les documents liés à la succession de Marc. Il a descendu une boîte marquée « Vieux papier » et a froncé les sourcils. Elle ne nous a vraiment pas dit qu'elle partait, a-t-il dit. Non, a répondu Sophie. Mais elle est partie. C'est ce qui compte. Je les ai regardés se tenir dans ma cuisine, l'endroit où j'avais accueilli chaque fête, jusqu'à ce qu'on cesse de m'inviter. Ils ne chuchotaient pas. Ils ne se précipitaient pas. Ils se comportaient comme les gens le font quand ils croient que personne ne regarde. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas tapoté l'écran. Je ne me suis pas annoncé. Je suis restée assise là, le téléphone dans les mains, réalisant qu'avoir été oublié pour Noël avait été la plus petite partie de tout cela. Ils n'étaient pas venus pour prendre de mes nouvelles. Ils n'étaient pas venus parce qu'ils étaient inquiets. Ils sont venus parce qu'ils croyaient que mon absence leur donnait la permission. Mon pouce a plané sur le bouton d'appel. J'aurais pu arrêter ça avec un seul mot. J'aurais pu dire mon nom et les regarder se démener pour trouver des explications. Je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai continué à regarder. Thomas s'est assis à la table de la cuisine, faisant défiler son téléphone comme s'il attendait que quelque chose charge. Sophie se tenait au comptoir, ouvrant un tiroir, puis le refermant avec une légère irritation. Elle a dû le déplacer, a-t-elle dit, ou le laisser quelque part. Elle est très dispersée ces derniers temps, a-t-il répondu. Dispersée. C'était le mot qu'il avait choisi. J'ai ressenti l'envie de le corriger, de lui rappeler que j'avais géré un ménage, un mariage et une vie plus longtemps qu'il n'était en vie. J'ai ravalé ma salive. Les interrompre ne leur donnerait que le confort de croire que c'était encore une conversation qu'ils contrôlaient. Ils n'étaient pas nerveux. C'est ce qui a finalement tout décidé pour moi. Pas de mouvement précipité, pas de culpabilité. Ils s'attendaient à ce que la maison soit vide et que l'accès soit incontesté. Elle n'a pas dit quand elle reviendrait, a dit Sophie. C'est nouveau. Elle n'a probablement pas pensé que c'était important, a-t-il répondu. Il l'a dit sans malice, sans hésitation. Comme si mon emploi du temps avait toujours été une information optionnelle. J'ai réalisé alors combien de fois j'étais intervenu pour aplanir les choses, combien de fois j'avais expliqué son comportement à lui-même, combien de fois je l'avais protégé de l'inconfort d'un refus. En les regardant évoluer dans ma maison, j'ai senti quelque chose se resserrer puis se relâcher. Une clarté que je n'avais pas eue depuis des années. Je n'étais pas en colère. J'en avais fini. Fini de combler les lacunes qu'ils ne prenaient pas la peine de remarquer. Fini d'excuser des suppositions qui ne profitaient qu'à eux. Fini de confondre l'amour avec l'accès. Quand ils ont finalement quitté la pièce et que l'écran s'est figé, j'ai fermé l'application et posé le téléphone. Je ne me suis pas précipité pour faire autre chose. Pour la première fois depuis la mort de Marc, j'ai compris que le silence pouvait aussi être une limite, et que les conséquences qu'ils avaient évitées pendant des années n'étaient plus à moi d'empêcher. Ils sont arrivés 1 heure après mon retour, pas ensemble au début. Thomas est entré seul, les épaules tendues, les yeux cherchant déjà sur mon visage une humeur contre laquelle il pourrait se préparer. Sophie a suivi quelques minutes plus tard, composée, se portant comme le font les gens quand ils croient que le calme les protégera. On ne pensait pas que tu rentrerais si tôt, a-t-elle dit. Je n'ai pas annoncé mon emploi du temps, ai-je répondu. Ma voix m'a surprise. Stable, sans excuse. Thomas s'est raclé la gorge. On passait juste vérifier les choses, s'assurer que tout allait bien. Je sais, ai-je dit. J'ai regardé. La pièce a changé d'atmosphère. Pas bruyamment. Juste assez. La main de Sophie s'est resserrée sur la sangle de son sac à main. Tu nous as regardés? Oui. Personne n'a parlé pendant un moment. J'ai laissé le silence rester là où il était tombé. Je ne suis pas là pour me disputer, ai-je continué. Je suis là pour être clair. Thomas s'est penché en avant. Maman, on essayait seulement d'aider. Je suis sûr que tu le crois. J'ai dit, mais aider n'implique pas de déverrouiller la porte de quelqu'un sans demander. Sophie l'a regardé, puis m'a regardé. On ne pensait pas que ça te dérangerait. Cette phrase a fait plus de dégâts qu'un cri n'aurait jamais pu le faire. J'ai hoché la tête une fois,
reconnaissant la phrase, sans l'accepter. Vous avez un double des clés, ai-je dit. Vous me le rendez aujourd'hui. Thomas a hésité. C'est juste pour les urgences. Il n'y a aucune urgence qui nécessite de fouiller dans mes dossiers, ai-je répondu. Et il n'y aura plus d'accès sans ma permission. Il a plongé lentement la main dans sa poche et a posé la clé sur la table entre nous. Elle a fait un bruit plus lourd qu'elle n'aurait dû. J'ai poursuivi. Vous ne devez pas toucher à mes papiers. Ni à ma maison, ni à mes finances. Si j'ai besoin d'aide, je demanderai. Si je ne demande pas, la réponse est non. Sophie s'est redressée. Ça semble extrême. Ça semble nouveau, ai-je dit. Il y a une différence. Thomas a expiré longuement et calmement. Tu n'étais pas obligé de faire ça comme ça. C'est la seule façon qui ne laisse aucune confusion, ai-je dit. Je ne m'expliquerai plus. Ils sont partis peu de temps après. Pas de porte claquée, pas de voix élevées, juste une distance prudente qui n'existait pas auparavant. Quand la maison est retombée dans le calme, je ne me suis pas sentie victorieuse. Je me sentais aligné, comme quelque chose qui avait été tordu pendant des années et qui avait finalement été remis à sa place. Les jours qui ont suivi ont été plus calmes, pas gênants, juste plus propres. Thomas a appelé une fois, prudent avec ses mots. On vérifiera avant de passer, a-t-il dit. C'est comme ça que ça doit être, ai-je répondu. Il n'a pas discuté. Sophie a envoyé un court message plus tard. Compris. Pas d'explication, pas d'adoucissement. Je n'avais pas besoin de plus que ça. J'ai changé le code de l'alarme et mis à jour la liste d'accès. J'ai déplacé mes papiers dans un tiroir. Seulement moi ouvre maintenant. Quand je l'ai fait, j'ai senti quelque chose s'apaiser dans ma poitrine. Pas exactement du soulagement, mais de l'alignement. La maison ressemblait à nouveau à la mienne parce que ma vie ressemblait à nouveau à la mienne. J'ai préparé le dîner pour moi-même ce soir-là et j'ai mangé sans vérifier mon téléphone. Personne n'avait besoin de rien. Personne ne supposait que je comblerais un vide. J'ai bien dormi. Voici la leçon que j'ai tirée de cette semaine. L'amour ne requiert pas un accès permanent. Prendre soin ne signifie pas contrôler. Et le silence, lorsqu'il est choisi, peut être une limite aussi forte que n'importe quelle porte verrouillée. Si cette histoire a résonné en vous, cliquez sur j'aime, laissez un commentaire ou abonnez-vous pour entendre plus d'histoires comme celle-ci. Votre soutien aide ces moments à atteindre les personnes qui en ont besoin. Je n'ai pas reçu d'invitation pour Noël cette année-là. Ce que j'ai récupéré était quelque chose de mieux. Ma dignité intacte et incontestée.